Bonjour à tous, nous sommes le mardi 13 février 2024. Nous recevons aujourd'hui Gisèle, qui est une Camerounaise d'origine et qui a vécu en Norvège. En Norvège, elle va nous raconter dans des circonstances extrêmement rocambolesques et aujourd'hui nous sommes obligés d'enregistrer dans des circonstances rocambolesques puisque maintenant qu'elle est au Cameroun, elle est toujours suivie et naturellement on bloque son ordinateur. Nous ne pouvons pas faire un zoom dans des conditions normales. Donc Gisèle, on vous écoute. Racontez peut-être rapidement et on prendra certains éléments les plus, je dirais, les plus cocasses, bien que ce qui vous arrive a été terrifiant. Je commence par où? Je commence en Norvège ou je commence en Norvège? En Norvège, quand les ennuis vont commencer, parce qu'en fait, pour dire les choses, Gisèle va être prise dans les raies des services secrets norvégiens pour la bonne raison que, figurez-vous, elle ne veut pas du vaccin et ça va être terrible ce qu'on va lui faire. On vous écoute, Gisèle. Voilà, il nous envoyait des messages sur le téléphone où on nous disait, on a eu un rendez-vous pour vous, alors qu'ils avaient dit que c'était pas obligatoire. Mais là, il nous disait, on a un rendez-vous pour vous à tel hôpital à telle heure. Et le premier rendez-vous, vous ne vous présentez pas, on vous envoie un autre message et encore un autre message. Jusqu'à ce que les taux commencent à se resserrer parce qu'il n'y avait plus beaucoup de résistants, de personnes qui avaient osé ne pas aller à ce rendez-vous. Et puis à un moment donné, ils commencent à venir, à aller vous trouver dans les écoles, dans les lieux de service, partout où vous êtes, dans les hôpitaux, où que vous travaillez, où que vous alliez. Alors là, c'est devenu un service VIP où tu n'avais plus besoin de te présenter, où on venait à la porte et on entrait et on disait, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle parmi vous, dans ce lieu, qui n'a pas pris son vaccin? Et nous, on est là, on est disponible, on est là, on est venu à vous. À ce moment-là, les derniers récalcitrants se présentaient. Jusqu'à ce que moi, là où j'étais, je devienne la seule qui a refusé dans tout le bâtiment. Qui a refusé parce qu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas encore pris, on était environ 8. Mais à ce moment-là, je suis restée la seule parce que les autres n'osaient plus refuser. C'était coinçant, ils étaient coincés. Et quand c'est devenu comme ça, tout le monde est devenu mon ennemi, premièrement. Dans le bâtiment même, j'avais plus d'amis. Et tout le monde est devenu... on a commencé à me critiquer, à m'agresser déjà. Et puis après, j'ai commencé à remarquer des choses où, par exemple, les employés municipaux, parce que j'habitais un appartement genre HLM, mais c'était un appartement municipal qui appartenait à la ville, mais que je louais à 1 000 €. Alors, ils venaient, donc ils jetaient des pierres, parce que c'est eux qui faisaient le ménage, les employés municipaux. Quand ils venaient faire le ménage, ils jetaient les pierres sur mes fenêtres, et j'avais l'antipathie de tout le monde, je comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me détester comme ça? Et comme j'avais aucune idée que ce genre de choses puisse exister, je me disais juste, mais c'est bizarre, tout le monde me déteste, ma vie, je suis devenue triste. Parce que j'avais plus personne, j'avais plus d'amis, j'avais que des ennemis. Et même quand j'entrais dans un bureau, on me recevait et on se regardait et on se faisait des signes contre moi. Et à la bibliothèque, j'ai aussi remarqué qu'à la bibliothèque, d'autres personnes étaient connectées en même temps que moi parce que mon code à moi ne marchait plus. Quand je mettais mon code, ça ne marchait plus. Et je retourne, je dis, mais pourquoi mon code ne marchait plus? On me dit, mais allez-y, ça va marcher. Et quand j'utilise l'ordinateur, je vois qu'en bas, quelqu'un d'autre s'est connecté sur l'ordinateur parce que je le sais maintenant parce que je les avais suivis et je ne comprenais pas. Et là, donc, j'étais contrôlée, déjà surveillée, je ne voyais pas. Jusqu'à ce fameux jour où, à 2 h du matin, j'ai reçu un choc sur la poitrine. Mais un choc terrible. Je ne sais pas de combien de volts. Mon cœur était censé s'arrêter net. Et ce jour-là, mon cœur a fait un bond et a été projeté à peu près 1 mètre du lit. Alors, quand je me suis relevée, mais c'est comme si une main avait été posée, parce que moi j'ai toujours Dieu. Et je dis, un choc pareil, c'est pas naturel que je m'en sois sortie. C'est sûr qu'un ange, le Seigneur a envoyé quelqu'un qui a posé sa main. Parce que je sentais pas la douleur sur le cœur, pourtant le choc était terrible.
Et là, je me suis relevée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? Je pense, juste vous interrompre une seconde ici. Comme médecin, pour moi, il est évident qu'ils ont essayé de vous provoquer un arrêt cardiaque avec une arme électromagnétique pour prouver que, comme vous n'étiez pas vacciné, vous étiez morte du Covid. Voilà. Continue. Vous avez 100% raison, parce que quelques jours avant, il y a un couple, quelques semaines avant, un couple, ils étaient un peu âgés, pas beaucoup, qui avait osé dire à la télévision, nous ne croyons pas à ça, nous ne prendrons pas. 2 semaines après, les deux étaient sur le journal, on a mis un gros titre. Ils ne croyaient pas au Covid, ils ne croyaient pas au vaccin, ils sont morts de Covid. Et j'ai compris que moi aussi, cette nuit-là, c'était ça qu'on avait prévu pour moi. Et il y avait aussi ce couple, c'était des Norvégiens, et il y avait ce Congolais qui avait refusé le vaccin et dont l'épouse avait pris et qui est mort une nuit nette comme ça, lui aussi. C'est là où les crises cardiaques bizarres avaient déjà commencé. Voilà. On se levait, mais ça, en Norvège, ça se passait la nuit, on ne se levait pas le matin. Mais moi, je me suis levée et là, le problème a commencé. Après ça, 2 jours après, ils reviennent. J'étais couchée, alors je m'étais cachée dans le sofa et je suis entrée dans le sofa carrément. Alors, il y avait comme un drone qui était arrivé et qui a éclairé tout l'appartement d'une lumière énorme, forte, très très forte. Et ça m'a ébloui. Et comme ça m'a ébloui, si je n'avais pas été ébloui, j'aurais pas bougé parce que j'avais peur. Mais comme j'avais été ébloui, mes bras se sont levés tout seuls et ils ont identifié l'endroit. La seconde après, des tirs à énergie ou je ne sais pas quelle sorte de balles ont été tirés là, peut-être une dizaine ou une vingtaine. D'un coup, paf, 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 paf. J'ai encore sauté de là et j'ai plongé de l'autre côté et rampé du côté de la chambre parce que j'avais un couloir. Mon appartement était grand quand même, j'avais un couloir et j'ai rampé dans le couloir. Et là, j'ai fait un appel du 117 et j'ai commencé à dire, le gouvernement veut me tuer, ils sont ici avec les drones. Alors ils sont partis, ils sont plus revenus pendant quelques jours. J'ai dit, ça c'est le gouvernement, c'est pas possible, personne ne peut avoir ces armes. Quelles sont ces armes avec lesquelles on tire sur moi? On m'a tiré dessus il y a 2 jours dans le cœur et maintenant une série de balles, mais j'ai pas de blessure. J'ai dit, et comme je savais qu'avec le 117, c'est tout le pays qui écoute et c'est pas tout le pays qui est impliqué et c'était un problème pour eux, ils n'avaient pas prévu ça. Et là, ils m'ont donné un peu de répit avant de revenir. Quelques jours après, autour de chez moi, il y avait des caméras partout. Des nouveaux locataires avaient aménagé. J'étais encerclée, traquée. Je comprenais petit à petit qu'il y avait une toile qui se tissait autour de moi, mais je ne la comprenais pas. J'avais aucune idée. Je trouvais que c'était bizarre parce qu'on avait dit que l'immeuble devait être abandonné, que moi-même je devais me trouver un autre logement ailleurs. Mais subitement, il y a des nouveaux qui arrivent. Et ces nouveaux sont bizarres. J'ai l'impression que les tirs viennent chez eux. Et les autres, ils ont des choses. Et je voyais par la fenêtre comme des caméras qui se dirigeaient vers chez moi, à ma sortie, partout. Et puis ce monsieur que je connaissais bien, qui était un costaud avec une barbe, ensuite s'est avéré être un policier de Trondheim et des services secrets, parce qu'après, c'est un policier c'est un médecin, un psychiatre qui a sorti la phrase, c'est un policier de service secret, que je voyais autour de chez moi et il attendait au carrefour et quand je le dépassais, il envoyait un texto et il voulait que je voie qu'il envoie un texto. C'est ça que je trouvais bizarre. Je dis, mais pourquoi il ne le cache pas? Pourquoi il veut que je voie? Et là, j'ai compris, au bout d'une semaine, que en fait, j'étais traquée et que j'étais encerclée. Parce que maintenant, il ne cachait plus. C'est là où je vois dans le gang stalking se déployer autour de moi pour la première fois. Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends rien. Et je me dis, mon Dieu, tu as un problème sérieux. Je vais chez un ami pleurer. Un ami, je ne dirais pas qui c'est, j'allais parler, mon Dieu. Je vais chez cet ami, je lui dis, écoute, il y a un truc qui m'arrive, le gouvernement veut me tuer. Je ne comprends pas. Je suis sûre que c'est lié à la vaccination. Mais je ne peux pas me vacciner. Je préfère mourir. Et je ne sais pas comment je vais faire pour être sauvée. Et là, l'ami me révèle qu'une dame du gouvernement était partie le voir. Un jour, il m'a dit, je ne sais pas qui, mais une dame du gouvernement était venue me voir et elle m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un dans les communautés qui parle contre le vaccin?
donne-nous les noms, s'il te plaît. On lui a promis des choses. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit que non, moi j'ai dit que je ne connais personne, puisque de toute façon, moi je connaissais personne, alors j'ai dit que je connaissais personne. Mais cet ami-là, et puis comme tous les autres, faisait partie des gens à qui c'est vrai que je leur avais dit, évitez ce vaccin, c'est pas bon pour vous. C'est vrai que j'avais fait ça. J'avais dit à beaucoup de gens, j'avais dit à mes amis, j'avais dit même aux Norvégiens, j'avais dit à tout ce qu'il y avait dans ma liste de contacts. Je leur envoyais des choses pour qu'ils ouvrent les yeux, quoi. J'essayais de les sauver, en fait. J'essayais de faire du bien. Donc, je ne sais pas si quelqu'un parmi eux m'a dénoncé ou si c'est eux-mêmes qui, parce que j'ai pas pris le vaccin, qui ont décidé de me traquer. Mais je sais que parmi les gens qui devaient mourir, je sais je sais et je suis sûre que la Norvège avait prévu d'éliminer tous ceux qui ne se vaccineraient pas. Mais qu'est-ce qui a sauvé le petit reste qui ne s'est pas vacciné, parce que 90% de la Norvège s'est vaccinée. Qu'est-ce qui les a sauvés? C'est que dans leur liste des gens à tuer, j'étais parmi les gens qui étaient en haut de liste. Et quand je fais scandale maintenant, que j'appelle le gouvernement et que j'appelle le 117 et que je révèle l'histoire et que j'arrête pas d'appeler le 117 et de les accuser, ça freine tout leur élan, parce que maintenant il faut me faire passer pour folle et dire que le gouvernement n'est pas en train de tuer tous ceux qui ne se sont pas vaccinés. On peut peut-être juste faire une toute petite pause ici. Donc, vous allez maintenant passer, puisqu'ils ne sont pas parvenus à vous tuer silencieusement, ils vont essayer, c'est la phase classique, de vous emprisonner en psychiatrie. Il faut que je parle de la voisine. Il faut d'abord que je parle de la voisine qu'ils ont essayé de tuer et que j'ai rappelé le 117 après moi. D'accord. Ils n'avaient pas encore décidé d'arrêter. C'est que pendant qu'ils me pourchassaient, ils ont décidé de tuer la voisine du numéro 8, du bâtiment numéro 8. Moi, j'étais au numéro 10. Le bâtiment numéro 8. Et un jour, moi, j'ai commencé tout de suite un jeûne parce que je savais que cette machine, il n'y a que Dieu qui pouvait m'aider. J'ai commencé un jeûne de 9 jours et 9. Le 5e jour, c'était le 5e jour. Une voix a dit à mon cœur, va à la fenêtre. J'étais assise dans mon logement, je suis là à la fenêtre et j'ai pu assister à l'installation de tout le système dans l'appartement d'une voisine par un électricien qui est arrivé sous mes yeux et qui ne me voyait pas. Et ils ont installé tout le système et là j'ai compris que c'était son tour. J'ai été voir le mari et il n'a pas bien écouté quand je lui ai expliqué. J'ai dit, mais écoute, je dis qu'on va aujourd'hui, est-ce que vous êtes vacciné? Il m'a dit oui. Alors je me suis dit, mais est-ce que je me trompe ou quoi? Après, mon cœur m'a dit, vérifiez encore. Je lui ai dit, mais dans votre maison, tout le monde s'est vacciné. Il m'a dit, ma femme ne s'est pas vaccinée, mais elle vient d'accoucher. Il a dit, ah, c'est pour elle. On a installé un système chez vous aujourd'hui, sous mes yeux. Votre femme va être assassinée. Et là, il a paniqué. Et le soir même, quand la nuit même, ils sont revenus me tuer. J'ai fait le 117 et je l'ai révélé. J'ai dit, venez maintenant. Si vous voulez vérifier si je suis folle ou je dis la vérité, dans tel appartement, au numéro 8, j'ai observé comment on a installé. Le système est en marche là-bas, il est installé et il y a une personne non vaccinée dedans qui va être tuée. Et c'est comme ça donc que les meurtres arrêtent complètement de toutes les victimes, de tous ceux qui devaient être tués, ils ne le savent même pas. C'est grâce à moi qu'ils sont tous en vie. Bravo. Voilà. Vous pouvez raconter comment le filet psychiatrique s'est resserré sur vous, puisque évidemment, on a compris que les flics étaient là, les services secrets étaient là. Et bien maintenant, ça va quand même être le tour de mes confrères psychiatres de passer à la phase de psychiatrie policière. Voilà, là, ma fille me dit, sauve-toi maman, sauve-toi. Je vais donc, je prends mes affaires rapidement parce qu'ils avaient mis les armes des deux côtés, de tous les côtés de l'appartement. Ils te mettent des armes dans l'appartement d'en face de chez toi, derrière chez toi et des deux côtés. Absolument. Tu sais pas, partout où tu vas dans l'appartement, t'es tiré, oui, t'es tiré, t'es traqué. C'est pire qu'un animal, c'est incroyable. Et alors je fais quelques affaires, je cours sous une pluie d'acide. Je sors de chez moi pour aller prendre l'avion à Oslo. J'arrive, il faut faire les tests Covid pour quitter la Norvège. Donc, j'étais à l'aéroport. Et là, à l'aéroport, il y avait des Roumains qui me suivaient avec les armes à micro-ondes dans les sacs à dos et qui me tiraient dessus de l'acide. Je voyais bien que c'est eux qui me jetaient l'acide parce que partout où j'allais, ils me suivaient et l'acide me tombait dessus. Et au début,
Vous savez, au début, quand vous n'avez jamais été brûlé à l'acide, ça fait tellement mal. Maintenant, je suis habituée à la douleur. Maintenant, on peut me tirer dessus, vous savez, je reste là. Mais avant, oh mon Dieu, je savais pas, je perdais les boules. Alors, je marchais partout pour essayer de me protéger. J'étais dans les toilettes à l'aéroport parce que j'avais fait les tests Covid et les résultats devaient sortir, ça prenait 48 heures. Et je me suis dit, j'attends les 48 heures sur place. Dès que ça sort négatif, parce que je savais que j'étais négatif, je prends l'avion direct, j'achète le billet, je prends aussi l'avion le même jour, à l'instant. Pendant que j'étais à l'aéroport, j'entre dans les toilettes, je me cache dedans, j'essaie de me protéger dans les toilettes des handicapés. Vous savez, l'aéroport d'Oslo, il y a tellement de toilettes, c'est une série, une lignée de toilettes. Mais ces Roumains ont décidé qu'ils veulent absolument entrer dans la toilette où moi j'étais. Alors que toutes les autres salles étaient libres. Ils ont commencé à tambouriner la porte parce que pendant qu'ils tiraient l'acide, vous savez, j'ai observé que quand la goutte tombait, elle devenait sur le plancher comme elle séchait, elle s'évaporait tout de suite, mais elle laissait une trace comme la trace d'une bougie. Mais ce que tu ne peux pas gratter, quand tu grattes, ça quitte pas. C'est comme ça que ça restait les gouttes d'acide sur le plancher. C'est comme ça que j'ai su qu'on m'a dit que c'était une forme d'éther qui est très volatile et qui n'est pas matérielle. Donc c'est pour ça qu'elle traverse les murs et le béton et tout le fer et tout, sauf le plomb, bien sûr. Alors, ils se sont mis à tambouriner. Il y avait un Marocain qui attendait aussi son vol le matin, qui voulait dormir. Et cela a agacé. Ça, c'est ce que j'ai appris après. Et il a appelé la police. La police arrive. Les deux policiers, les Kosovars se sauvent parce qu'eux, ils avaient les armes avec eux. Moi, je me dis, rien à me reprocher, mais pourquoi je vais fuir la police? Et la police arrive à moi, le gars me montre, je dis non, c'est moi qui faisais les bruits. Ceux qui faisaient les bruits sont partis. Et là, j'explique donc aux policiers que non, en fait, ils avaient des armes dans le sac et ils me versaient de l'acide qui me brûlait. Et je leur montre le sol, je leur montre les gouttes sur le sol, j'essaie de les gratter. Je leur dis, regardez les gouttes ici. Et là, j'étais foutue, oui. Ils me disent, oh, mais nous, on ne peut pas savoir c'est quoi ce produit qui laisse ces gouttes-là. Mais vous savez, si vous venez avec nous à l'hôpital, eux, ils sont capables d'identifier le produit parce qu'eux, ils sont les spécialistes, alors que nous, on ne pourra pas. C'est comme ça que j'accepte d'aller avec eux à l'hôpital. Je savais que c'était fini pour moi. Donc, j'entre dans la voiture de la police. Derrière, c'était comme un réfrigérateur. C'était tout lisse comme... tu peux rien faire. Tu peux seulement glisser dedans. C'était effrayant. Ils m'ont amené jusque très loin. Ça roulait. Et ils voyaient que j'étais inquiète. Chaque fois, ils me disaient, ne vous inquiétez pas parce que c'était vraiment bizarre. Puis, ils sont entrés dans un sous-sol, un deuxième sous-sol, un troisième sous-sol. Et c'était fini pour moi. On m'a sorti de là-bas et on m'a présenté un psychiatre qui était complice. C'est une fille latino, je ne connais pas son nom. Elle travaille à l'hôpital de psychiatrique d'Oslo. Elle est latino, elle est encore jeune, un peu grassette. On ne peut pas la manquer. Même si je ne connais pas son nom, tout le monde peut la trouver parce qu'elle est là encore. Elle est complice. Elle doit répondre de ses crimes. Elle m'a à peine écoutée. Pendant qu'elle m'écoutait, elle parlait à quelqu'un d'autre. Tout de suite, elle m'a dit, elle m'écoute une seconde, elle parle à quelqu'un d'autre. Après, elle me dit, écoutez, 10 jours d'internement forcé pour observation. Je dis, non, je ne veux pas, je dois voyager. Il me dit, ah non, mais on ne vous demande pas. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus rien. Et vous savez, vous n'avez plus de droit à votre personne. On vous dit que vous êtes interné, c'est tout. 10 jours, j'en revenais pas. Je me suis dit, jusque-là, je me dis, dans 10 jours, ils vont dire, bah, elle n'est pas malade, elle n'est pas folle, ils vont me laisser partir. Mais non, c'était fini pour moi. Après, on m'a transféré dans une chambre et on est venu me prendre le sang le lendemain. On est venu me dire que j'avais le Covid. Ils y tenaient, hein, ils y tenaient beaucoup. Oui. On m'a mis dans une chambre où j'étais isolée. Et de là-bas, on me versait l'acide dans la chambre où j'étais isolée. Je n'avais pas où me cacher. Je faisais que prier le Seigneur. Dis, Seigneur, sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, aide-moi. Aide-moi. Fais qu'il ne me finisse pas, qu'il ne me paralyse surtout pas. Après ça, le lendemain, c'est-à-dire qu'ils m'ont pris le sang aujourd'hui, ils ont dit que j'ai le Covid. 2 jours plus tard, ils reviennent encore me prendre le sang. Et là, ils me disent que j'ai la syphilis. Ah. J'ai dit,
je crie de toutes mes forces que c'est impossible. J'ai jamais vu, et c'est la vérité, j'ai jamais eu de maladie sexuellement transmissible de ma vie. J'ai jamais eu ce genre, j'ai jamais eu des maladies comme ça, des maladies graves comme ça, toutes sortes de choses. J'avais même pas une infection. J'ai dit, écoutez, moi, mes pertes n'ont pas d'odeur. Je peux pas dire que j'ai même une infection, mais comment je peux avoir une maladie aussi grave et je suis pas au courant? Et ils viennent me dire le lendemain que non, elle peut même être là depuis 10 ans, plus de 10 ans. Ah, ben voilà, vous aviez de la chance. Vous aviez de la chance d'être à l'hôpital. Voilà. Et que c'est pour ça que j'ai pas de symptômes. Et je dis, mais il y a 10 ans, j'aurais vu les symptômes. J'ai même pas vu il y a 10 ans les symptômes. Comment aujourd'hui vous me dites que ça fait 10 ans qu'elle est là, j'ai jamais eu les symptômes, même pas il y a 10 ans. Ils me disent, moi, parce que ça donne des lésions au cerveau quand ça dure. On pense que on aimerait bien voir ce qui se passe dans ton cerveau parce que les gouttes les brûlures, la sensation de brûlure, ils ont mis sur Internet en Norvège que la sensation de brûlure est un signe de folie. Parce qu'ils savaient les armes qu'ils avaient. Bien sûr. C'est incroyable. Ils savaient les armes qu'ils avaient. Tout ce qui concerne toutes leurs armes est devenu folie. Si vous allez sur Internet en Norvège, vous posez la question sur la psychose. Vous voyez tous les symptômes de toutes les brûlures qu'on vous fait et tous les symptômes de toutes les choses qu'on vous fait. C'est ça. En réalité. Donc, ils m'ont dit que j'avais... Excusez-moi, mais oui? On est dans des conditions très difficiles, donc il y a déjà une bonne vingtaine de minutes. Moi, je vous propose ceci, c'est qu'on s'arrête ici aujourd'hui, qu'on reprenne dès que possible. Nous allons faire probablement 3 tomes, hein. Donc ça va être Gisèle arrive. Mais il faudra pas qu'on oublie. Il faudra pas qu'on oublie que je retourne pour qu'on voie comment on m'amène à l'hôpital de Trondheim. Non, mais il y a pas de problème, hein, on va en refaire. Espérons que la fois prochaine on pourra faire un zoom normal. Mais vous êtes au Cameroun et je tiens à préciser à nos auditeurs que là aujourd'hui où vous parlez, il y a des voitures tout autour. Et il faut donner mon nom complet, hein? Oui. Mon nom complet. Je m'appelle Gisèle Tej. Voilà. Donc, simplement pour dire qu'au Cameroun, on est à la fin de l'histoire, mais on va d'abord faire une petite pause ici, et que même au Cameroun, là où vous nous parlez aujourd'hui, en février 2024, vous avez des anges gardiens camerounais derrière vous, qui vous surveillent et qui probablement vous ont empêché de me contacter par Zoom. Je suppose que les coups de klaxon, ce sont nos amis. Mais le gouvernement camerounais n'est pas complice parce que c'est lui qui a fait l'enquête et il a pu prouver que l'ambassadeur de France était impliqué. On m'avait même envoyé chez le procureur et ils ont essayé, j'ai failli me faire enlever. J'ai posté ça sur Facebook, l'article d'Osler. Il s'agit de moi, l'article d'Osler qui parle du Cameroun, du gangster crime au Cameroun. Et ils ont empêché qu'on m'enlève. Quand j'ai été chez le procureur, le jour-là, ils devaient m'enlever pour m'assassiner carrément, comme leurs armes n'ont pas pu. Et heureusement que le Cameroun m'a protégé. C'est la gendarmerie qui m'avait protégé. Donc, ils ont des gens, mais pas ce gouvernement en place. Ils ont des gens qui ne sont pas ceux qui sont au pouvoir. C'est ça. Qui sont avec eux, mais qui sont puissants quand même. D'accord. Bon, ben écoutez... oui. Ils ont même envoyé des militaires blancs pour me traquer chez le procureur général au palais de justice de Yaoundé. Vous savez, les Français, les Français s'imaginent qu'ils sont partout chez eux et ils ont du mal de comprendre que les Africains en aient marre. Moi, ça me paraît assez clair que les Africains en aient marre. Ils étaient tellement visibles que c'était incroyable. Moi, je ne savais pas que la gendarmerie l'avait su et que la gendarmerie aussi avait calé le palais de justice. Moi, je marchais, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens qui me suivaient ce jour-là que d'habitude. C'est après que je découvre que les services secrets camerounais avaient découvert qu'on devait m'enlever ce jour-là. Donc, l'armée française était là parce que je devais être enlevée, parce qu'ils se sont dit que leurs amis camerounais ne travaillent pas bien. Donc, ils vont participer à l'opération. Malheureusement, la gendarmerie du Cameroun les a traqués et ils n'ont pas pu m'enlever ce jour-là. Eh bien, on va peut-être finir temporairement sur cette bonne nouvelle. On dit tout le mépris, tout ce qu'on peut penser de négatif
des services secrets norvégiens et français, puisqu'on sait que ce sont des gens infects, infâmes, et qui, de toute façon, ils auront leur tour aussi quand ils auront servi. Que ces gens-là sachent qu'ils seront détruits par le pouvoir qu'ils servent aujourd'hui, qu'ils ne se fassent aucune illusion. Eh bien, on vous remercie. On vous remercie, Gisèle. On se tient au courant pour un tome 2 et un tome 3. Et on vous dit à bientôt. Oui, à bientôt. Faites confiance en Dieu, toutes les victimes. Bientôt, c'est fini pour eux. Je prie, je jeûne. Au revoir. Au revoir, Gisèle.